fortiori. Est-ce que cela t'intéresserait que je leur raconte ton histoire? Puis-je t'accompagner et le faire avec toi? Né à East Harlem, à Manhattan en 1910, c'est bien ça? C'est bien ça. Et je comprends toujours pas comment mes parents ont fait pour en arriver là. Quoi qu'il en soit, tu as vu le jour dans un quartier bien difficile. C'est clair. Et tu deviens particulièrement violent quand tu vis ici. Ton père, c'est bien Vincenzo Galente? Ouais, Et ta mère, pourrais-tu nous la présenter? Vincenza Russo. Ils émigrent à New York en 1906 parce qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts à Castellammare del Golfo. Ton père était pêcheur, si je ne dis pas de bêtises. Au sens propre comme au sens figuré, je précise. Parle-nous un peu de ta jeunesse dans les rues de la Grande Pomme. Errance, gnôle, violence, viol, délinquance, vol. Une jeunesse plus que chaotique, où le défi du jour était d'éviter de se faire sectionner la carotide. Ça a le mérite d'être clair. As-tu des frères et sœurs? Joséphine, Angelina, Samuel et Peter. Nous étions 5 et à part moi, ils étaient tous clean. J'ai cru comprendre qu'à l'âge de 10 ans, t'as été envoyé à l'école spéciale de Brooklyn. Une école pour délinquants parce que j'étais accusé de viol et de meurtre notamment. Tout ça était-il fondé ou fallacieuses accusations? Prochaine question. Classe la pipe. C'est vrai qu'elle te sied à merveille. Bon, laisse-moi dérouler la suite. Vas-y, tous mes sens sont en éveil. 12 piges et voici que je suis libre. Il n'avait donc pas assez de preuves pour t'incriminer? C'est juste que j'ai laissé tout un tas d'indices qu'ils n'ont pas su lire. Et qu'as-tu fait une fois libéré? Je suis devenu membre d'un gang de la 14e rue, les rats d'égout. Qu'est-ce qui te fait rire? Y avait une promo sur le nom ou... À cet âge-là, t'as pas le vocabulaire de Jules Ferry. J'avoue. Les briseurs de chaînes dans le Lower East Side de Manhattan. Pardon? C'est le nom du gang que j'ai formé par la suite. On était imbattables. Ah bon? Je vois pourtant qu'à l'âge de 15 ans, tu reprends l'école au 7e grade. Un court instant. Oublie pas qu'on est en 1925 et donc en pleine prohibition. C'était l'occasion pour moi de prendre un petit bifton. Parle-moi de cette période si ce n'est pas trop intime. Ouais. Je commence à taffer pour la mafia locale dans le trafic d'Opinel. En parallèle, je deviens trieur de poissons et vendeur de fleurs artificielles. Le 12 décembre 1925, je crois comprendre que la foudre te tombe du ciel. Je suis accusé d'agression physique et condamné à une courte peine. Ouais, 2 ans et demi à la prison d'État, c'est exact? Si, c'est le 22 décembre 1926 que le verdict éclate. Et attends, c'est pas fini. Plus tard, te voilà devenu pillard. En août 1930, je suis accusé du meurtre de l'officier Walter de Castilla. Je serais soi-disant impliqué dans un braquage qui aurait mal tourné. Laisse-moi deviner, t'es innocent et t'es un pauvre persécuté. Ouais, c'est pas moi qui le dis malgré que ce soit la pure vérité. Quoi qu'il en soit, les preuves étant insuffisantes, je me retrouve relaxé et je vais pouvoir te parler de ce qui s'est passé en 1930. Oula, ça a l'air d'être sérieux ton histoire. Et plus que tu ne le crois. Nous étions à Williamsburg, en train de braquer un camion de contrebande. Et voilà qu'un flic de la NYPD se met à nous tirer dessus, moi et mon gang. On a riposté évidemment, et le voici touché par balle. Ah, et j'ai oublié de préciser que le keuf s'appelle Joseph Minahan. Eh ben, sacré dérapage. Comment cela s'est-il terminé? Il y avait un gosse de 6 ans dans les parages, et qui a également été blessé. Purée. Le 8 février 1931, je plaide coupable évidemment. Et me voilà condamné à une peine de prison de plus de 12 ans. Ok, et donc pour conclure, quand est-ce que t'as pu sortir de tôle? Le 1er mai 1939, sur parole. Dis-moi Carmine, le toubib de la prison te diagnostique une personnalité psychopathique. Peux-tu nous en parler? C'est vrai que je suis complètement taré. Un peu dérangé. Complètement starbé. T'arrives pas à te contrôler? Même pas à moitié. Un peu foufou. Un peu beaucoup. Faut pas me pousser à bout. Un manque d'amour peut-être. Ou un trop plein de haine. Tu devrais accepter un peu d'aide. Ça, c'est pas demain la veille. Bon, j'ai compris, je te les brise. C'est bon a fortiori. Allez, fais-moi la bise. Raconte-nous plutôt ton ascension au sein de la mafia. Je suppose que tu parles de mes débuts au sein de Cosa Nostra. Et quoi d'autre, bien sûr. Ok, du prime à la chute. Nous sommes en 1940 et je vais commencer à travailler pour Vito Genovese, une sacrée légende. Par travailler, tu veux dire tuer? J'avais pas pour habitude de viser les jambes. Ok, Vito c'était un vrai malade mental.
clair, il a finalement réussi à prendre la tête de la famille Luciano. Oh, vite fait. Il a moisi en tôle au final. Ouais, c'est pas de peau, mais c'est quand même grâce à lui que j'ai pu rencontrer Joe Bonanno. Je commence à avoir une sale réputation autour de moi. La police me suspecte déjà d'être à l'origine de 80 assassinats. À Skip, j'avais le regard froid et dénué de toute compassion. C'est vrai que je ne portais à la vie humaine aucune considération. D'ailleurs, Ralph Salerno, un détective formateur de la NYPD, va même aller jusqu'à déclarer ce qui suit. De tous les gangsters que j'ai rencontrés personnellement, et j'en ai rencontré des dizaines pourtant, il y en avait 2 seulement. Que si je les regardais dans les yeux profondément, j'aurais pas voulu les avoir sur le dos, assurément. Agnello Della Croce et Carmine Galente notamment. Ils avaient des regards de tueurs sanglants, la rétine glaçante et effrayante. Pourtant, t'en as pas l'air comme ça. Attends d'entendre l'histoire avec Carlo Tresca. Ah, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai réalisée sur Vito Genovese. Sauf que là, tu vas entendre un important détail que t'as oublié de mentionner. Ok, vas-y. Comme tu le sais, Vito fricotait avec Benito Mussolini lors de son exil forcé en Italie. Il lui proposa d'éliminer Carlo Tresca, en exil aux États-Unis. C'était un écrivain antifasciste et qui commençait à faire pas mal de bruit. Genovese me file le contrat, le 11 janvier 1943. Et ouais, c'est moi qui ai logé plusieurs balles dans le crâne à Tresca. J'ai été arrêté par les keufs et accusé du meurtre, mais vite relâché car ils n'avaient aucune preuve. Disons que les flics de l'époque étaient bien arrosés, hein. Je vois pas de quoi tu parles, petit malin. Bon, parle-nous un petit peu de ta vie de famille. Le 10 février 1945, je me marie à Helen Marulli, avec qui j'ai eu un garçon et 2 filles, James, Angela et Camille. Mais je n'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet, cazzo. Ok, bueno. Passe à la deuxième vitesse, Chicho. Les années passent et voilà que j'intègre la famille Bonanno. En 1953, Joe m'envoie à Montréal, au Québec. Et ce, afin d'organiser le trafic de drogue et le racket. Oh là, je t'arrête tout de suite, mec. Certains spécialistes dans les commentaires vont encore ouvrir leur bec. Et me dire que Cosa Nostra ne faisait pas dans ce genre de trafic. J'en suis ravi. La mafia gardera donc ses lettres de noblesse. Et puis, rassure-toi, amico. Ils se prennent pour des bacheliers seulement parce qu'ils ont regardé 3 saisons des Sopranos. T'as raison. Parle-nous de la mafia canadienne et de ses familles. Je me mets à taffer avec Vincent Cotroni. Ensemble, on importait des quantités d'héroïne inouïes, qui transitaient par Montréal afin d'inonder ensuite les rues des États-Unis. Aussi, je faisais dans les jeux d'argent. La police a estimé mes revenus pour cette activité à elle seule à 50 millions de dollars par an. À cause de cela, je me fais expulser aux States en avril 1956, soit 3 ans plus tard. Le gouvernement canadien me suspecte de racket et décide de m'interdire de territoire. En 1957, me voilà devenu consigliere. Je suis content même si ça en a pas l'air. Moi et Bonanno allons organiser un meeting en Sicile à Palerme. Toujours dans le but d'importer de l'héros en Amérique. On sent bien à cette époque, loin de celle de la prohibition, que c'est la seule chose qui puisse nous rendre riches. Il y a là la présence de plusieurs mafiosos, dont le Luciano. Et tout cela présidé par le célèbre Giuseppe Gencoruso. À l'issue de cette rencontre, il fut décidé que plusieurs mafieux siciliens allaient faire leur valise afin d'entrer sur le territoire des États-Unis et vendre la marchandise. J'en ai personnellement ramené plusieurs qui étaient originaires de chez moi à Trapani, une ville en port de plage. Ils ont fini garde du corps, trafiquant d'héros et tueurs à gages. Cool, mais j'ai cru comprendre que le ciel s'assombrit par la suite. On m'accuse d'être à la tête d'un gigantesque réseau de trafic de drogue en 1958. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me cacher. Mais le 3 juin 1959, après un an de traque, je me fais arrêter par la police du New Jersey, au Garden State Parkway. J'étais en voiture sur l'autoroute quand je suis arrivé à ce péage à accès contrôlé. C'est une autoroute qui relie le nord au sud de la partie est du New Jersey. T'étais foutu de toute façon. Les agents fédéraux t'avaient déjà repéré dans une baraque sur Pelican Island, juste avant. C'était qu'une question de temps, effectivement. Après avoir été libéré et payé 100 000 $ de caution, j'ai pu foutre le camp. Ah, ils t'ont encore laissé partir de là. Ouais, c'est fou ça. Tout ce qu'on peut faire avec de l'argent sale. Mais rassure-toi, il y a une limite à tout. Le 18 mai 1960, on m'accuse encore de trafic de blanches. Ça c'est fou. Cette fois-ci, c'est bon. C'est décidé, je me rends.
Toi et William Benvena êtes accusés ensemble. Mon procès débute le 21 novembre 1960. William, lui, travaillait pour la famille Gambino, pas vrai? Ouais, et il sera assassiné en 1970 par des associés de la famille Lucchese. Ils l'ont battu à mort, paraît-il. Exact, c'est l'œuvre de Thomas De Simone, James Burks et Henry Hill. Bref, au départ, ton procès s'avère être un véritable fiasco, sire. Disons que certains membres du jury ont plus ou moins volontairement quitté le navire. Classique, vous avez toujours eu un fort pouvoir de dissuasion. Plus aucune barrière ne nous résiste, lorsqu'il s'agit d'éviter de crever en zonzon. Après de multiples rebondissements et pas mal d'outrages, je vois ici que tu es reconnu coupable. Le 10 juillet 1962, le verdict tombe. 20 ans de prison. Autant dire qu'il ne me restait plus que la mort en guise d'horizon. Sur les 20 piges, j'en fais 12 avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle. En janvier 1974 donc, me voici de retour dans le game. Dis-nous un peu ce que t'as fait au cimetière Saint-Michel, pas très beau. J'ai ordonné qu'on fasse exploser les portes du mausolée de Frank Costello. Et pourquoi? Pourquoi pas? Même les morts n'ont plus de répit. Laisse-moi développer et respire. C'était notre ennemi juré à moi et Genovese. J'aurais bien aimé lors de son vivant pouvoir le défenestrer. Mais je moisissais encore en tôle en 1973 lorsqu'il est décédé. Ça reste pas très chevaleresque. Moi, ce qui m'importe, c'est le pouvoir. Le reste... Ah là là, vas-y, déballe. Le 23 février 1974, la commission organise une réunion à Manhattan, à l'hôtel Americana. La famille Bonanno doit élire un nouveau Don après la mort de Joe Evola. S'il n'y a pas de boss, il n'y a pas de famille. Ouais, a été élu Philippe Rusty Rastelli. Mais très vite, voilà que je rentre en scène, lorsque Rastelli est envoyé en tôle en 1976. Grosso modo, je deviens le capot de facto de la famille Bonanno. J'organise alors environ 8 assassinats de membres de la famille Gambino. C'est une vraie guerre des familles qui éclate donc pour le contrôle du narcotrafic. Je compte pas rater le coche alors que je suis en tête d'affiche. Le 3 mars 1978, tu es renvoyé derrière les barreaux pour non-respect de ta liberté conditionnelle. Mais libéré le 27 février 1979, le juge ayant statué que le motif d'incarcération était loin d'être valable. Comment t'arrives à esquiver? Tu finis jamais tes peines. C'est la vie qui veut ça, et puis voilà. Pourquoi t'avait-il enfermé à nouveau? J'aurais fréquenté des mafieux de la famille Bonanno. Non seulement tu les fréquentais, mais tu étais également leur capot. Ça, ils n'en avaient pas l'info. Quel est ce son diabolique? Nous approchons tout doucement de la fin de notre entretien téléphonique. Mais je suis bien là. Pas toi a fortiori? Si, mais obligé de dérouler la narration d'une fin horrible. J'aurais voulu que cela se passe autrement, l'ami. Mais j'ai été trop gourmand, quitte à en perdre la vie. Explique. J'ai tenté de grappiller l'intégralité du trafic. Cela n'a pas plu au boss de la famille Genovese, Frank Thierry. Il a fini par demander ma tête à la commission de Cosa Nostra, en catimini. Il faut attendre 1979 pour que Rastelli, le don officiel de la famille, mette ma tête à prix. Dis-toi que même Joe Bonanno, qui avait soi-disant pris sa retraite, a donné son approbation, le traître. Mais attends, Philippe Rastelli, lui, croupit toujours en tôle, non? Exactement. Mais il transmet sa demande à Joseph Massino, un de ses fidèles lieutenants. Tout ce que je te dis là, personne ne te le racontera. Je suis foutu. Voilà que la commission de Cosa Nostra valide le contrat. Le 12 juillet 1979, je dîne dans un resto italo-américain avec quelques copains et tout se passe bien. Le resto s'appelle bien Joe et Marie? Tout pile. Il est situé au 205 Knickerbocker Avenue à Brooklyn. Nous sommes à l'arrière du resto, à l'extérieur. Personne pour surveiller la devanture, grave erreur. Je suis avec Leonard Coppola, un capot de la Familia, et mon cousin qui est aussi le propriétaire du resto, Giuseppe Turano, un de mes fidèles soldats. Bien entouré. Il y avait également mes gardes du corps siciliens, Amato et Cesare Bonventre. Il est 15h moins quart. La porte s'ouvre et des bruits de pas de plus en plus lourds. Au moment où je les aperçois, ma vie défile à vitesse grand V. La mort se dessine devant moi avec la plume de mon ambition démesurée. Ils ont des masques de ski, impassibles et déter. Ils visent les poitrines, les coups et les têtes. Ils ne nous ont laissé aucune chance. Plongé dans mon sang, tout cela parce que j'ai refusé de faire preuve de bon sens. Sordide ambiance, des armes de poing et des shotguns.
Ils n'ont eu aucune pitié, j'en ai encore des hauts le cœur. Dois-je énumérer tous les crimes dont tu es l'auteur? Pas besoin, j'ai eu tellement de sang sur les mains que j'en ai encore l'odeur. Il y a donc en tout et pour tout 5 cadavres. Non, seulement 3. Mes gardes du corps ont évité la cata. Ils sont restés tétanisés et n'ont même pas essayé de lever le petit doigt. Ils ont été épargnés? Mais pourquoi? Je sais pas. Et je suis pas sûr d'avoir envie de le savoir. Après ça, les tueurs s'en vont tranquillement, le sentiment du devoir accompli, j'imagine. En m'ayant fait disparaître comme si j'étais la star d'un funeste tour de magie. L'un de tes gardes du corps, Cesare Bonventre, a également été assassiné en 1984. Ouais, probablement pour s'assurer de son silence même 5 ans plus tard. Sais-tu qui a été accusé d'avoir organisé ta mise à mort? Pas de prime abord. Anthony Indelicato, le 13 janvier 1987. J'espère juste qu'il a fini plus bactère, ce vulgaire insecte. Oh, 40 ans de prison, autant dire presque perpète. Enfin bref, Mr. Galente. L'archidiocèse de New York a refusé de t'accorder une messe funéraire en raison de ton importante notoriété. Ok, mais où suis-je enterré a fortiori? Au cimetière de St. John dans le Queens. Enfin, a priori. Merci. Cela m'a fait un bien fou de pouvoir prendre la parole à travers ce chef-d'œuvre lyrical. Au plaisir. Tu n'es ni le premier ni le dernier à qui j'accorderai ce précieux instant cordial. Allez, à la prochaine peut-être, monsieur Galente. À la prochaine, l'artiste. Salute.